Un futur Roy fait irruption dans une réunion familiale des plus délicates, fruit de plusieurs mois de préparation minutieuse. Cette rencontre privée au château de Windsor avait pour but de régler un différend majeur qui planait sur la famille royale. Tous les membres les plus importants de la famille royale s'étaient déplacés dans ce domaine historique pour cette confrontation cruciale. Pourtant, avant même que quiconque ait pu s'asseoir, le prince de Galles a purement et simplement annulé la réunion et s'est retiré. L'annulation n'est pas intervenue après une longue et amère dispute, ni en plein milieu de l'ordre du jour. William a mis fin au sommet en moins d'une minute, avant même que les discussions ne puissent commencer. Il a agi ainsi à cause d'un visage inattendu, aperçu près de la fenêtre du salon. Il a reconnu une personne qui ne figurait pas sur la liste officielle des invités. La visiteuse inattendue était l'avocate personnelle de Camilla, et non une conseillère neutre du palais. Sa présence dans la pièce révéla à William, d'un seul coup d'œil, la situation. Il ne s'agissait en aucun cas de la conversation familiale informelle que la maisonnée lui avait promise. C'était une négociation juridique structurée, déguisée en réunion informelle de proches. Pour comprendre comment un simple avocat peut faire dérailler un sommet royal, il faut examiner le mécanisme. Dans cette famille royale si particulière, le mot « sommet » n'est jamais employé pour désigner une conversation informelle et amicale. Il s'agit d'un événement rare, minutieusement préparé, convoqué uniquement lorsque les voies hiérarchiques habituelles ont totalement échoué. Il existe un précédent historique, bien réel et célèbre, pour ce type de réunion cruciale. En janvier 2020, la famille royale a tenu ce que les médias ont appelé le sommet de Sandringham. Le roi Charles, le prince William, le prince Harry et la reine défunte se sont réunis dans une même pièce. Ils ont passé des heures à négocier les modalités difficiles du retrait de la famille royale. Cet événement a servi de modèle pour la manière dont la famille royale gère les défis existentiels. Lorsque la rumeur d'un nouveau sommet à Windsor s'est répandue, les initiés en ont compris le message. Une décision d'une importance capitale concernant la monarchie allait être prise. Cette fois, le sujet urgent à l'ordre du jour était l'avenir de la famille royale, et plus précisément ce qui adviendrait après la fin du règne de Charles. Il est essentiel de comprendre le contexte médical délicat pour saisir cette soudaine urgence. Le roi Charles a été diagnostiqué d'un cancer début 2024. Bien qu'il ait continué d'assurer ses fonctions publiques pendant son traitement, ce diagnostic a tout bouleversé. Il a profondément modifié l'atmosphère et l'organisation de la famille royale. Rien ne concentre autant l'attention d'une famille riche et puissante, qui a beaucoup à perdre, que le temps qui presse. La pression est née d'une prise de conscience profonde et silencieuse. Le temps était compté. Le choix du lieu pour cette réunion cruciale était également lourd de sens historique. La famille dispose de plusieurs scènes distinctes, chacune porteuse d'un message différent. Une réunion à Clarence House représente le territoire personnel de Charles, son fief familier. Mais le château de Windsor est le cœur historique et émotionnel de toute la famille royale britannique. C'est un lieu imprégné d'une histoire privée et profondément personnelle, qui s'est étendue sur plusieurs générations pour ses membres. Le choix de Windsor était une volonté délibérée de donner à cette réunion un aspect moins officiel. Cette mise en scène domestique particulière n'était pas anodine, car les organisateurs avaient un objectif clair. Plus une pièce est décorée pour se sentir comme en famille, plus on baisse sa garde. C'est précisément ce relâchement émotionnel qui était recherché lors de l'aménagement du sommet de Windsor. Après des mois de planification minutieuse, la liste des invités pour ce sommet privé a été finalisée. Une conversation familiale se doit d'être informelle, totalement confidentielle et spontanée. Chacun se sent à l'aise et s'exprime librement, disant des choses qu'il n'oserait jamais consigner par écrit. C'est dans cette atmosphère de confiance et de convivialité
que les organisateurs avaient soigneusement préparé ce sommet à Windsor. Mais William avait reçu à l'avance une version de la liste officielle des invités. Le nom de l'avocate a soit été ajouté discrètement à la dernière minute, soit n'a jamais figuré sur la liste. De ce fait, tout le plan stratégique reposait sur l'ignorance de William quant à sa présence. Si sa présence avait été totalement anodine, son nom aurait été mentionné. On divulgue les détails inoffensifs et on dissimule ceux qui nécessitent un effet de surprise. Elle savait que si William savait qu'un avocat privé serait présent, il refuserait. Ils s'assurèrent donc qu'il ne découvre sa présence qu'une fois dans la pièce. Or, ils sous-estimèrent complètement sa capacité à analyser instantanément un lieu dès ce qu'il y entre. William pénétra dans la salle Windsor et aperçut une personne debout, silencieuse, près de la fenêtre. Elle n'était pas conseillère juridique du palais, chargée de défendre les intérêts généraux de la couronne. Elle était spécifiquement responsable de la protection des intérêts financiers privés et personnels de Camilla. Il y a une différence énorme entre une conversation familiale de soutien et une procédure judiciaire aux enjeux considérables. L'élément déterminant qui sépare ces deux mondes est la présence physique d'un avocat. Dès qu'un avocat entre dans la pièce, la discussion se transforme en négociation. Tout ce qui est dit cesse d'être anodin et peut être consigné comme consentement. Un simple hochement de tête approbateur peut ensuite être qualifié par l'avocat de consentement verbal contraignant. William regarda cette femme près de la fenêtre et comprit immédiatement le piège. La plupart des gens entrant dans une pièce chaleureuse où se trouvaient des proches auraient ignoré ce visage inconnu. Ils auraient pu supposer qu'il s'agissait d'une assistante, d'une aide ou d'une conseillère. Naturellement, on accorde le bénéfice du doute en famille. William, lui, fit tout le contraire d'un simple regard, bref et perçant, dès qu'il entra. Il reconnut immédiatement le visage de l'avocat, qui se tenait discrètement à l'écart. Il rassembla les faits et comprit qu'ils formaient un seul mot: négociation. Il n'avait pas besoin d'entendre l'ordre du jour officiel, ni de s'asseoir pour écouter. La présence imprévue de cet avocat à ce poste précis en était l'ordre du jour. Il scruta toute la crête de Windsor d'un seul regard, avant même d'avoir fait 3 pas. Cela témoigne d'un homme qui a développé un sens aigu du piège. Il a suffisamment souffert pour se méfier des réunions de famille impromptues. Son premier réflexe, son intuition tranquille, fut de comprendre qu'il était manipulé par l'autre camp. Cela révèle une relation tellement détériorée qu'une intervention d'un avocat s'apparente à une embuscade. Il en est arrivé à un point où il ne peut plus entrer chez lui sans scruter la pièce du regard. C'est une vie quotidienne solitaire et excessivement défensive. Mais telle était la réalité des relations entre ces deux familles royales aujourd'hui. William aperçut un élément crucial qui aurait échappé à la plupart des observateurs sur le moment. Le véritable piège ne résidait pas dans les mots prononcés, mais dans la pièce elle-même et dans la présence du témoin. S'il s'asseyait et participait à la discussion, le moindre commentaire anodin pouvait être interprété comme un consentement. Le moindre signe d'approbation de sa part était considéré comme un accord. Le seul moyen de déjouer un piège tendu par une pièce est de la refuser catégoriquement. Il n'a ni débattu, ni argumenté, ni exigé d'explications publiques et théâtrales. Il a simplement déclaré que la réunion n'aurait pas lieu, s'est retourné et est sorti. En partante, il a privé le plan de son élément essentiel. La présence du futur roi participant à la discussion. Il est crucial de relier cette action directe à la manière dont cette famille mène ses conflits. Leur véritable guerre ne se livre pas à des disputes bruyantes, mais à des démarches administratives discrètes. Celui qui contrôle les documents juridiques détermine en fin de compte le résultat institutionnel. William avait manifestement bien tiré les leçons de son expérience passée avec la succession.
Un homme qui a constaté l'impact d'un simple acte juridique est prudent. Il n'entre pas à la légère dans une pièce où un avocat privé l'attend. Il avait récemment constaté comment ces pièges juridiques silencieux sont mis en place et gérés. Quel était donc l'objectif réel de ce sommet de Windsor, organisé à huis clos? Le véritable but, sous-jacent à cette réunion minutieusement préparée, était tout simplement la continuité. Ce terme, souvent employé pour masquer des changements majeurs au sein de la famille royale, est ici utilisé. La continuité semble un gage de responsabilité, jusqu'à ce qu'on se demande à qui profite le maintien de l'invariable. En réalité, cet arrangement visait à consolider la position et la situation financière de Camilla sur le long terme. Il s'agissait de pérenniser ses biens, son rôle et son influence au-delà du règne de Charles. On voulait pérenniser les privilèges royaux, certes temporaires, mais empruntés, avant même que le pouvoir ne change de main. Ael Souhaïtaïen sécurisait cela, pendant que Charles était encore roi et détenait l'autorité. Une procédure légale formelle aurait nécessité l'approbation écrite et explicite de William, qu'il refuserait. Chacun savait que le prince rejetterait toute tentative formelle d'hypothéquer son règne futur. Mais une réunion familiale informelle et chaleureuse, en présence d'un avocat discret, offrait une perspective différente. Il serait facile de créer de toutes pièces l'apparence d'un consensus et d'un accord verbal. On ne peut obtenir la signature d'un homme qui refuse de signer. Mais on pourrait obtenir ce qu'un avocat pourrait ultérieurement qualifier d'assentiment contraignant. L'accord de continuité précis aurait regroupé plusieurs éléments que l'équipe de Camilla souhaitait pérenniser. Ils exigeaient une certitude absolue quant aux résidences privées qu'elle conserverait en tant que veuve. Ils souhaitaient également un rôle actif et défini, plutôt qu'une retraite paisible. Surtout, ils désiraient une implication continue dans les affaires familiales. Un futur roi ne peut se permettre que la veuve de son prédécesseur détienne des droits successoraux préalablement convenus. Il ne s'agit pas de continuité, mais d'un lourd emprunt contracté sur son propre règne. Le seul moment propice pour obtenir de telles garanties est du vivant de Charles. Refuser reviendrait à faire preuve de cruauté d'un fils envers un père malade. La stratégie consistait à forcer la décision en présence du roi, en exploitant l'urgence de la situation. Cette réalité change complètement la perception du cadre chaleureux et intime de la rencontre au château de Windsor. Le lieu privilégié, la conversation familiale et l'atmosphère détendue n'étaient pas de l'hospitalité. C'était savamment orchestré pour mettre William à l'aise lors d'un moment familial délicat. On espérait qu'il ferait une remarque conciliante que l'avocat de son père pourrait enregistrer. Ailey n'ont pas instauré un climat hostile pour le désarmer. Mais c'est là qu'il faut considérer la tragique réalité de la situation de Camilla. Sa peur de l'avenir est profondément réelle, concrète et tout à fait humaine. À la mort du roi Charles, la situation personnelle de Camilla basculera du jour au lendemain. Elle deviendra reine douairière, perdant ainsi tout le soutien quotidien de l'État. Son statut déclinera immédiatement, déplaçant les centres de pouvoir à la cour. Les demeures somptueuses, le personnel et le rôle central qu'elle occupe de droit ne sont que des emprunts. Ils n'existent que parce qu'elle est l'épouse du roi d'Angleterre régnant. Le jour du décès de Charles, le prêt institutionnel contracté sera exigé. Elle conservera son titre et sa fortune personnelle, mais le pouvoir changera de main. L'immense appareil de la couronne passera immédiatement entre les mains de William et Catherine. Camilla passera du centre de la famille à sa périphérie. C'est une transition brutale et incroyablement difficile à affronter pour quiconque. Camilla a observé attentivement la façon dont cette famille traite les personnes marginalisées. Elle a vu ce qui est arrivé à d'autres veuves royales qui ont perdu leur place centrale. Son instinct de sécuriser quelque chose de permanent dès maintenant n'est pas motivé par la simple cupidité. C'est une femme qui tente de se prémunir contre la tempête.
Elle veut se protéger tant qu'elle a encore un peu de marge de manœuvre. Or, cette marge n'existe que tant que Charles est en vie, est en assez bonne santé pour l'aider. Chaque jour qui passe, son espoir de survie diminue. Elle n'a pas seulement peur de l'avenir, mais du temps qui passe. Elle doit assister à l'affaiblissement de son unique protection, sachant que la fin est proche. C'est un fardeau émotionnel incroyablement lourd à porter au quotidien. Cela explique pourquoi ses conseillers ont fait appel à un avocat et organisé une réunion au sommet. Lokuroi. Charles souhaitait sincèrement offrir à son épouse une protection juridique absolue. Voici un mari confronté à sa propre mortalité avec une lucidité absolue et douloureuse. Il a passé des décennies à lutter contre le système pour être avec cette femme controversée. Il l'a vue endurer à ses côtés des années de haine publique intense. Il veut s'assurer qu'elle ne soit ni rejetée ni rabaissée par la suite. Il veut la protéger d'une cour qui ne l'a jamais pleinement acceptée. C'est l'acte d'un mari aimant, non celui d'un monarque comploteur. Il a apporté son soutien personnel au sommet de Windsor pour aider son épouse. Il tentait de résoudre une situation familiale inextricable. Il y a ensuite William, dont le point de vue est marqué par le passé. On ne peut comprendre ses réactions défensives sans prendre en compte sa mère, la princesse Diana. William a passé son enfance à observer comment l'institution gérait et influençait les décisions privées. Cela se faisait à huis clos par des paroles douces et des accords tacites. C'est pourquoi il n'a jamais fait confiance aux méthodes de l'administration du palais. Il se souvient du lourd tribut payé par sa mère dans des circonstances similaires. La dernière fois que la famille a géré une situation discrètement, Diana en a souffert. Il n'avait que 15 ans lorsqu'il a compris les ravages que cette machine inflige aux individus. Pour William, une pièce où règnent les belles paroles et la présence discrète d'un avocat est dangereuse. C'est l'institution qui arbore le visage amical et bienveillant d'une réunion de famille. Son refus d'y participer était une réaction instinctive, ancrée dans son histoire. Au plus profond de lui-même, il refusait d'être manipulé par eux. Il protégeait l'avenir de ses enfants et la succession. Mais il refusait aussi d'être traité comme Diana l'avait été. C'est ce contexte que les gros titres ne parviennent jamais à saisir pleinement. Il donne l'impression que West est froid, agressif et réticent à la discussion. Pourtant, il est essentiel de comprendre ce que représente pour lui une telle pièce. Diana a passé ses dernières années persuadée d'être manipulée en secret. Elle se sentait prisonnière de leurs règles, les décisions étant prises dans des pièces où elle n'était pas présente. Son fils a assisté à ce processus et en a tiré une leçon douloureuse. Il a marché derrière son cercueil pendant que le palais organisait ses funérailles publiques. Des décennies plus tard, il entre dans une pièce conçue pour le guider en douceur. Il aperçoit un avocat posté pour consigner sa coopération au plan. C'est le schéma le plus ancien et le plus douloureux qu'il connaisse, arborant un sourire. S'il sort, ce n'est pas par froideur, mais par rejet de cette machine familière. L'intimité du château de Windsor était censée dissiper son scepticisme. On espérait que ce cadre familial toucherait de sa sensibilité et l'apaiserait. Mais l'atmosphère a au contraire déclenché une réaction tout autre, profondément défensive. Au lieu de penser à sa famille, il a immédiatement perçu la machine institutionnelle. La chaleur censée baisser sa garde l'a en réalité rendue plus vigilante que jamais. Toute la réussite du sommet reposait sur le fait que William ne remarque pas le piège. Il comptait sur lui pour s'asseoir, se détendre et se laisser porter par l'après-midi. Au lieu de cela, il a aperçu l'avocate près de la fenêtre en une fraction de seconde. Des mois de préparation ont été réduits à néant parce qu'il a refusé de s'asseoir. Il n'a fait aucun scandale ni accusé son père en public. Il a simplement et discrètement mis fin à la réunion avant même qu'elle ne commence. Il n'a rien donné à l'avocat
pour qu'il puisse en témoigner ou l'enregistrer. Il a nié la confrontation aussi catégoriquement qu'il a nié l'accord. Charles, Camilla et l'avocat se retrouvèrent donc seuls dans une pièce vide. Aucune confrontation et plus de fuite, aucun incident ne fut rapporté. Il ne restait que la certitude, silencieuse et accablante, que William avait vu le conseil. Il prouva que parfois, la décision la plus judicieuse consiste à leur refuser l'accès à la pièce. Il semblerait qu'une conversation discrète et privée ait ensuite eu lieu entre le père et le fils. Charles n'a pas nié les objectifs du sommet. Il a exposé ses arguments en tant que père, cherchant à protéger son épouse. William l'a écouté, expliquant qu'il comprenait ses craintes et qu'il éprouvait une certaine sympathie. Mais il a affirmé qu'on ne construit pas la certitude en aménageant une pièce. Si une conversation sincère devait avoir lieu, elle devait se dérouler ouvertement. Il a comblé la faille que tout le sommet avait été conçu pour exploiter. La princesse Anne a compris ce qui s'était passé plus rapidement que quiconque dans la famille. Elle a affirmé, sans ambages, que la présence d'un avocat à une réunion de famille n'était jamais fortuite. Elle a confirmé que William avait eu parfaitement raison de quitter la pièce. Son soutien a prouvé que William ne cherchait pas simplement à faire des difficultés, mais qu'il protégeait l'institution. Les règles doivent être respectées.